on va communiquer sur notre scénario à 3 mois, on va essayer de montrer les risques, montrer les mauvaises surprises, voire faire une allocation d'actifs. Par exemple, aujourd'hui, je vais leur dire, pour vous donner un exemple concret, il vaut mieux parler concret, je vais vous dire les émergents, c'est plus les émergents avec un S, c'est différents pays émergents. Donc je vais leur montrer les zones à risque, leur dire tel pays c'est à risque, est-ce que le Brésil va rebondir ou pas? Ça c'est une vraie question. Et après vous saurez s'il vous faut investir ou pas dans Casino qui est très exposé au Brésil. Mais après je vais leur dire est-ce qu'il faut aller en Chine? Est-ce qu'il y a un risque de déception sur les constructeurs allemands qui sont très présents en Chine? Et c'est là, moi, où je vais intervenir. Maintenant, c'est pas pour ça que demain, vous allez voir Daimler qui va perdre 10% parce que je suis venu, j'ai été voir 100 investisseurs et je leur ai dit peut-être la Chine, il y a un risque. Donc derrière, moi, j'ai pas le market timing. Et Gérard dira peut-être non, non, Daimler est sur une très bonne tendance et c'est pas le moment de la vendre, elle est très solide. Donc c'est pas, on n'est pas en opposition. Mais moi, je leur soumets un risque et je sais pas si, alors, si j'ai raison sur la Chine ou pas, on verra. Mais je sais pas si derrière ça va impacter la valeur. Moi, je pense que ça impactera la valeur. Je sais pas quand, mais Gérard pourra vous dire c'est le bon moment ou pas de le faire. Mais ça ne veut pas dire que moi je suis inutile ou que l'un ou l'autre est inutile. Ça veut dire que moi, je peux dire aux investisseurs, c'est peut-être le moment de faire attention, ayez ça en tête. Et j'ai pas forcément le market timing, ça va pas venir tout de suite, immédiatement. Donc je pense que c'est très complémentaire et c'est pour ça que finalement on a plutôt eu des bons retours des clients sur cette complémentarité, sur le fait qu'on a chacun nos points de vue et mélanger. Et j'ai pas du tout envie, quand je fais mon analyse, de regarder ce que va dire Gérard. J'ai pas du tout envie d'aller le voir et lui dire tiens t'es haussier, donc moi je vais forcément avoir un scénario haussier. Et parce qu'encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, en tant qu'économiste, je peux vous faire n'importe quel scénario. Après, c'est le problème, c'est est-ce que j'y crois ou pas. Ça, c'est un autre problème. Mais en tant qu'économiste, on a suffisamment de moyens pour justifier n'importe quel scénario. Et à un moment donné, il faut dire, bon, parmi tous ces scénarios, lequel me paraît le plus probable, le plus réaliste. Et à ce moment-là, on communique sur ce scénario-là. Je suis d'accord. C'est, à mon avis, une très bonne approche. Nous, chez Mescart, moi j'étais chez Mescart 87 à 2003. Et donc, enfin, différentes étapes, mais à une étape, j'étais responsable d'analyse technique chez Mescart, et je sais que ça se passait pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire que les analystes fondamentaux, effectivement, peuvent avoir n'importe quel scénario, mais ils essayent d'avoir le bon, et on essaie d'avoir le bon. Donc comment, bien sûr, donc comment ils faisaient? Ils descendaient, parce qu'ils étaient dans les niveaux les plus hauts, et nous on était les niveaux les plus bas, on est un peu crétins, pas. Et alors, ben, ils descendaient, ils venaient nous voir, les responsables d'analyse fondamentale, ils me disaient, mais André, qu'est-ce que tu penses? Ça monte, ça baisse, etc. Et ensuite, ils essayaient de greffer des idées qui validaient ce scénario. Alors ça aurait dû faire l'inverse en réalité. Donc bon, c'était un peu truquer les choses, etc. Mais ça a évolué depuis, je parle d'une autre époque que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais... Donc voilà. Alors on vous connaît mieux, votre expérience, on sait les raisons de ce livre, thème ou sujet général du livre. Qu'est-ce qu'on va trouver? Un côté analyse technique, un côté analyse fondamentale, un mixte, des recettes, ce qu'il faut qu'on regarde. Quand on regarde le journal, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois utiliser? Est-ce que à quoi ça me sert ce bouquin? Qu'est-ce que je vais y trouver globalement? On peut commencer par la partie 2 et 3, c'est les parties théoriques. Christian a expliqué ce que c'est que l'analyse fondamentale, l'analyse théorique basée sur les modèles théoriques, il peut en parler. Moi j'ai repris mon ancien livre, la partie 3, c'est la partie théorique avec quelques rappels habituels, support, moyenne mobile, enfin plutôt ma manière de les traiter, et surtout la méthode de divergence avec ma spécialité, c'est-à-dire ce mix avec les bougies japonaises, qui est assez rare. Et puis donc comment on intervient, où est-ce qu'on intervient, quel est le stop, etc. Une méthode assez précise, presque qu'on pourrait mettre dans un ordinateur. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la société Waldata, parce qu'elle a modélisé cette méthode de divergence. Et du coup, c'était l'idée de Christian, il avait raison d'ailleurs. La première, celle qu'on devait mettre ça à la fin, on l'a mis en premier. En premier, vous avez sur la partie droite un exemple, si on prend un titre comme Total, vous avez une divergence haussière, donc un signal d'achat. Et j'ai demandé à tous les analystes ou économistes de me dire ce qui arrivait en termes de... Non, ça c'est les cas, il faut que tu ailles encore au tout début où il y a... Oui, c'est ça, excuse-moi, pardon. C'est bien ça. À droite, vous avez le signal d'achat ou le signal de vente. Et j'ai demandé sur la période maximum 6 mois auparavant, qu'est-ce qu'il se disait, qu'est-ce qui s'était écrit, qu'est-ce que disaient les analystes financiers, qu'est-ce que disaient les conjoncturistes, Total, sur la partie purement fondamentale. Et il y a une synthèse évidemment assez évidente à faire entre ce que disent les économistes juste avant, 6 mois, et ce que je dis moi, comme signal d'achat ou pas. Et c'est cette partie-là qui me semble être sans aucune prétention très originale. Oui.
L'idée, c'est par l'exemple. Hein. C'est toujours difficile d'appréhender, de comprendre un marché si vous ne vivez pas sur ce marché et si vous ne regardez pas tous les jours comment réagissent les marchés aux indicateurs, qu'est-ce qui fait bouger le marché le matin, pourquoi d'un seul coup vous avez une valeur qui va dévisser. Par contre, étonnamment, et je le dis franchement parce que moi je suis beaucoup les entreprises américaines, j'écoute souvent, j'analyse les résultats des boîtes américaines et j'écoute un peu les conférences calls des managements suite à ces présentations de résultats. Et étonnamment, je me suis aperçu d'une chose, et ça marche très très bien sur le marché américain, un peu plus que sur le marché européen, pour tout vous dire. Étonnamment, moi j'ai vu conf call, j'entends le patron d'Intel, le patron de Caterpillar qui nous parle, qui nous donne des indications sur l'activité, et puis à la fin on écoute et puis on dit il n'est pas crédible, ou là on voit qu'il n'est pas à l'aise, et puis souvent je dis à la suite de ces présentations de résultats, on a une bonne opinion de ce que va faire la valeur dans les 3 prochains mois, hors éléments, hors annonces vraiment exceptionnelles de fusion, acquisition, etc. Et souvent moi j'ai tendance à dire aux clients, Caterpillar c'est pas bon, ils ont une pression sur leur marge, leurs détaillants sont en train de couper leur stock, 3 prochains mois l'action est morte, c'est clair. Et souvent je dirais que ça marche relativement bien. Pour moi, au niveau fondamental, c'est pas de la valorisation fondamentale de Caterpillar, mais c'est de dire le marché est dans un discours. Intel aujourd'hui, le discours d'Intel à la dernière conférence de presse était calamiteux. Pourquoi? Parce que c'était un nouveau patron qui arrivait à la tête d'Intel et il a eu un discours relativement prudent. Il a fait des prévisions très prudentes et on sentait que le gars, il voulait pas se mouiller. Et là, il a fait une conférence il y a 2 semaines où il commence à être plus offensif, il commence à beaucoup plus marketer Intel et ça n'a pas loupé derrière. Vous avez 3 upgrades d'analyse qui ont commencé. Ils ont fait un copier-coller de ce qu'a dit le patron lors de la conférence et ils commencent à pousser la mobilité, les nouveaux processeurs Intel, les Haswell qui consomment peu d'énergie, etc. Donc ça c'est mon point de vue fondamentaliste, que vous comprenez bien, de suivi de la valeur, d'écouter le patron, de voir le management et de se faire une opinion. Et puis derrière, je me suis aperçu, et peut-être c'est en faisant ces cas qu'on s'en est en plus à bien confirmer, que finalement il y avait des signaux techniques, alors pas sur la conférence, alors, pas forcément immédiatement après le résultat, mais on a des... Alors ça vient un tout petit peu après, hein, parce que Gérard, naturellement, n'a pas le côté prospectif ou derrière, mais que finalement, que derrière, on avait souvent des signaux de vente ou d'achat qui s'opéraient souvent après ces conférences de presse, après ces publications de résultats. Donc je me suis dit, c'est quand même bien complémentaire. C'est-à-dire que d'un côté, moi j'avais ma vision très négative, et derrière, Gérard pouvait dire tout de suite, il y a un signal de vente qui se met en place, qui est visible. Donc ça conforte en plus notre opinion, parce que ça c'est mon opinion, c'est moi qui écoutais à conf call, mais je peux me tromper, je peux avoir loupé quelque chose. Donc c'est complémentaire à cet élément-là, et ça montre qu'il y a bien une information dans le prix qui ressort finalement in fine, que derrière la réaction, juste après la publication de résultats, vous avez bien un signal qui peut être visible. Alors vous n'aurez peut-être pas les 100% du mouvement, parce qu'on n'a jamais les 100% du mouvement. Mais l'analyse technique va peut-être vous permettre de détecter les 80%. Vous aurez peut-être loupé. Voilà. Ça c'est mon point de vue. Voilà, je sais pas, je vais pas me battre, je vais pas me battre. Hein. Mais vous aurez naturellement, si le gars il vous fait une conférence, il présente des résultats mauvais, vous avez l'action qui dévisse, vous ne l'aurez pas. Mais personne ne l'aura. Faut pas se leurrer. Hein. Donc vous n'aurez pas loupé. Mais derrière, vous aurez peut-être à dire, est-ce que c'est une surréaction ou pas des marchés? Est-ce qu'il faut y rentrer ou pas? Est-ce qu'il y a un vrai signal de vente? Donc c'est un élément complémentaire. C'est pour ça qu'on a fait ces 2 parties. Alors ces cas pratiques, c'est vraiment pour que vous compreniez la complémentarité entre les 2 approches. Et puis après, je vous fais une première partie sur l'aspect pourquoi les marchés sont avant tout des marchés psychologiques, comment appréhender. Alors moi, je suis plutôt du côté un peu keynésien, vision keynésienne du marché, du concours de beauté. Je pense qu'il y a un élément très important de psychologie, et je pense que vous avez compris les marchés à 90% si vous avez compris le thème dominant à un moment donné sur quoi se focalise un marché. Un marché, il n'y a pas 36 thèmes. À un moment donné, aujourd'hui, c'est la politique monétaire du Fed. Et bien, si vous comprenez bien la politique monétaire du Fed, vous avez 90% des mouvements de marché. Alors, il faut bien la comprendre, il faut bien l'anticiper. Monsieur Bernanke ne nous aide pas toujours. Là, cette semaine, nous l'a montré. Mais comprendre l'idée générale, l'idée, je dirais, à un moment donné, on va dire aux boîtes, faut vous réduire votre endettement. Et tous les analystes vont prendre le risque endettement des boîtes. À un autre moment, on va leur dire, vous endettez pas assez, vous faites pas assez de levier. Donc tous les marchés vont dire, ils vont jouer sur les valeurs qui sont les plus leveragées, les valeurs qui ont plus de... Donc il faut comprendre la thématique dominante et après avoir des signaux qui confirment ou pas. Et ça, c'est l'analyse technique qui revient sur cet élément-là. Des modes, oui, forcément, on l'a vu. Hein. On a vu la mode sur les technos, on a vu un moment la mode faut être sur les valeurs émergentes. Alors à un moment donné, il fallait acheter le luxe parce que c'était le secteur qui risquait rien. Maintenant, demain, on aura peut-être une mode télécom sur la thématique formation d'un opérateur télécom au niveau européen. Donc, Qui fait ces modes? Alors, qui fait ces modes? C'est l'ensemble de la communauté financière, quelque part.
faut pas se leurrer, puisqu'à un moment donné, vous avez un analyste d'un gros broker américain qui va lancer une étude. Les gens vont commencer à dire oui, c'est peut-être vrai ce qu'il dit, c'est pas inintéressant. Et puis après, les autres vont dire ah, l'action, tiens, cette action a pris 20%, donc c'est peut-être le moment d'y venir. Et tout le monde va un peu discuter autour de ce thème, et ça va devenir dominant. Tout le monde va jouer ce thème jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce qu'on aille un peu trop loin. Et à ce moment-là, on aura une petite bulle qui se dégonflera. Alors, chose importante, ça ne veut pas dire que c'est irrationnel. C'est ça, attention, parce que souvent les thématiques sont réelles. Faut pas croire que d'un seul coup les gens sont. Ça sert à rien. Alors le côté manipulation, c'est pas une vraie manipulation de cours. Vous pourrez Goldman, moi j'ai vu Goldman annoncer des choses, personne n'a suivi Goldman et Goldman s'est pris les pieds dans le tapis et a perdu de l'argent. Et je le sais de traders qui avaient joué le discours officiel de la maison et puis derrière, pour vous donner une petite idée, Goldman a joué contre la dette française. Il pensait que les taux français allaient exploser, que la France serait après l'Italie allait tomber. Manque de chance, ça n'a pas marché. Donc vous pouvez pas dire que Goldman manipule les cours. C'est faux. Ce qu'il peut faire, c'est que Goldman communique beaucoup, que les gens se disent ce que dit Goldman, c'est pas fou, et à ce moment-là, toute la foule vient, et à ce moment-là, si tout le monde avait suivi ce qu'a dit Goldman, on aurait peut-être eu un crack obligataire sur la France. Mais attention, c'est là où c'est compliqué, c'est que c'est pas Goldman qui fait le marché, c'est à un moment donné qu'il y a une majorité, une foule d'investisseurs qui cautionnent ce discours-là. Et nous, notre objectif, c'est de repérer. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui, à un moment donné, tout le monde disait la Grèce, c'est fini, la Grèce va sortir de la zone euro explose. Aujourd'hui, vous dites, ah ben non, il y a Draghi, tout le monde... Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réaction, il y a eu des informations, il y a eu des choses qui ont joué. Et finalement, aujourd'hui, plus personne n'osera parier contre l'éclatement de la zone euro. Si vous jouez ça, aujourd'hui, vous prenez un risque énorme parce que plus personne vous dira vous êtes crédible. Donc, il faut faire très attention. C'est d'abord regarder la thématique dominante. Alors moi, en l'occurrence, c'est plus la thématique économique qui sont dominantes parce que je ne vais pas regarder la thématique de LVMH ou la thématique de L'Oréal. Moi, je vais regarder plutôt la thématique qui va influencer le CAC 40. Donc, aujourd'hui, la thématique dominante, c'est la politique monétaire américaine. C'est ça la thématique dominante. Et après, vous avez cette analyse fondamentale qui est de regarder comment vont se comporter les agents, quelles sont les prises de risque, quelles sont un peu, je vous prends un exemple peut-être anecdotique, mais si on a une nouvelle régulation qui se fait sur les banques américaines, ça va largement limiter la capacité des banques américaines de prendre des positions. Donc ça va influencer sur les flux de marché. Donc on aura plein de choses comme ça à prendre en compte. Et ça, c'est mon analyse fondamentale qui va me permettre de dire à un moment donné, il faut regarder cet élément-là et c'est cet élément-là qu'il faut suivre. Je trouve que votre approche est très intéressante, mais elle me ferait plus penser à de l'analyse technique sur du fondamental, parce que l'analyse fondamentale, c'est d'étudier les raisons qui vont faire que ça va monter ou baisser. En réalité, c'est pas tout à fait ce que vous avez étudié, mais étudier comment ces raisons sont prises en compte par le marché. Pas tout à fait pareil, donc on a plutôt du technique sur des raisons fondamentales. Et après, vous essayez de voir si ça tient la route ou pas, effectivement, puisque c'est pas totalement de la manipulation, c'est pas totalement de la folie de mode, il y a quand même une accroche fondamentale réfléchie derrière, si on peut dire. Est-ce que, question quand même, on est un peu en retard, mais j'ai une question, on voit bien que la démarche est assez logique, c'est-à-dire raison fondamentale et derrière analyse technique qui va confirmer, l'analyse technique va peut-être plus court terme, et l'analyse fondamentale plus long terme, c'est des raisons de fond normalement. On ne nie pas qu'il y a des vraies raisons en analyse technique, on dit simplement, moi je dis simplement que je ne sais pas faire. Je regarde ce que font les gens et j'essaie de les interpréter s'ils vont continuer ou pas. Un petit peu comme vous, si vous regardez ce que font les gens, ce qu'ils prennent en compte sur la fondamentale. Donc on n'est pas loin. Mais est-ce qu'il est arrivé l'inverse? C'est-à-dire que vous aviez ou pas d'idée, ou une idée complètement contraire et que l'analyse technique de Gérard vous révèle quelque chose, disant moi par exemple je serais baissier sur tel marché, sur telle valeur, sur telle tendance, et lui dire ah non là les mecs se mettent à payer, ils achètent ça comme une baleine. D'ailleurs de toute façon vous l'auriez vu vous-même simplement, d'un coup l'analyse technique vous dit attends là il y a quelque chose qui se passe subitement, on s'y attendait pas du tout et graphiquement il y a des gens qui payent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je suis pas très... justement, j'essaye de ne pas être trop influencé par ces mouvements de flux. Ce que je peux regarder quand même, c'est les volumes, qui pour nous sont importants, parce que derrière les volumes, alors c'est de plus en plus compliqué à les suivre, mais je regarde beaucoup les souscriptions, ce qui revient un peu au volume, les souscriptions dans les SICAV, le comportement d'allocation d'actifs des grands investisseurs internationaux. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, par exemple, ce qui m'a intéressé, c'est durant cet été, quand on a eu le grand basculement des gens qui ont quitté les émergents pour aller vers l'Europe. Et ça, c'était novateur, parce qu'habitude, on quittait les émergents pour aller sur la bourse américaine. Et là, première chose, on a eu un gros mouvement de gens qui ont laissé les bourses émergentes pour aller vers l'Europe. Donc ça, par exemple, ça je regarde, donc je rejoins un peu ces aspects volume, voir est-ce que le marché monte avec des volumes ou pas. J'ai plus cet aspect, alors moi j'aurais tendance à être, si je regarde les indicateurs, c'est plus des indicateurs mathématiques de l'analyse technique.
C'est vraiment, c'est pas des vannes d'Eliott, c'est pas des choses comme ça. Je suis pas, voilà. Moi, c'est plus cet aspect un peu mathématique. Je rejoins un peu mon côté statisticien de base. Mais c'est vrai que moi, dans mon analyse, alors après, je regarde pas aussi, là j'ai fait volontairement l'aspect impact, comportement des marchés, mais après nous on a notre cadre aussi économique. C'est naturellement, j'aurais pas le même discours si je pense que l'Europe va retomber en récession ou que l'Europe va redémarrer. Donc il y a aussi une partie aussi scénario économique derrière dans tout ce qu'on dit, mais qui influencera naturellement la politique monétaire du Fed. Par exemple, je vous dirais pas la même chose de ce que va dire M. Bernanke si je pense que l'économie américaine va sur 3% de croissance ou si elle reste à 2%. Donc il y a aussi derrière tout un cadre cohérent d'analyse et je m'appuie plutôt sur ce cadre et ces prévisions que je vais ajuster en fonction des indicateurs et des fois on se trompe, donc il faut savoir aussi revenir sur ces scénarios en disant on avait sous-estimé cet élément-là pour après changer un peu son discours et l'adapter. Très bien. Alors, on arrive dans un peu la fin des questions. L'essentiel et cœur du livre. Alors, vous savez que moi, je sais que vous avez dû passer du temps pour écrire ce bouquin, mais moi, j'ai qu'une heure. Une heure ce week-end, à peine une heure. Qu'est-ce que je dois lire dans ce bouquin à côté de quel est le chapitre, la partie à côté de laquelle je ne dois pas passer? Si tu dois rien lire, sauf ça, surtout ne manque pas ça. Vous en êtes plus fier, ça vous paraît le plus important, et dites si tu as acheté le bouquin, ne le laisse pas dans la bibliothèque, lis au moins cette partie-là. Quelle est cette partie? Alors je sais que pour des auteurs c'est toujours difficile parce qu'on a passé des heures et des heures et des heures à écrire tout le reste. Ils ont dit que ça, c'est un peu modeste, mais essaye de sortir un peu, mais tu n'as que ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? La première partie, c'est évident, on vient d'en parler, c'est-à-dire à droite le signal de technique, à gauche l'explication quelques semaines ou quelques mois avant, maximum 6 mois, et c'est très difficile. Si on n'a aucune notion d'analyse économique ni d'analyse technique, on est obligé de lire la partie 2 et partie 3, sinon c'est une solution, c'est un regard sur le pratique, sur ce qui s'est vraiment passé, mais la théorie on est obligé de la connaître, donc si vous voulez ensuite, vous lire tout le livre, donc l'acheter. Non, je suis d'accord, c'est l'exemple. L'idée déjà c'est de voir comment ça marche. C'est pour ça que finalement on a mis cette partie exemple en première partie. C'est vrai qu'on pourrait dire, Gérard pensait au départ le mettre plutôt à la fin en disant vous avez assimilé la partie technique, vous avez assimilé la partie fondamentale, vous avez l'explication derrière. Et moi j'ai dit, on a eu un petit débat là-dessus, je lui ai dit moi je préfère dire aux gens voilà où on va arriver. Alors vous ne comprenez peut-être pas tout avec les parties exemples, mais c'est bien